Plusieurs auteurs disent que les grands défis à venir pour l'humanité sont au niveau de l'éducation des masses. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, c'est quelque chose comme prendre, par exemple, des concepts scientifiques modernes complexes, puis les rendre accessibles aux masses, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, à la limite à la personne analphabète. Donc, comment qu'on fait quelque chose d'aussi complexe qui réunit finalement des pôles, tu sais, les personnes les plus intellectuelles puis les personnes les moins intellectuelles. Puis comment qu'on peut réussir à passer du savoir scientifique qui n'est pas purement anecdotique. Puis je dis purement anecdotique parce que dans le fond, la science, c'est anecdotique. Une donnée, c'est une anecdote. Tu sais, j'ai fait une chose, c'est une anecdote. Je l'ai répété, commence déjà à être moins une anecdote. Puis si on le répète de façon contrôlée, euh, ou non contrôlé. Dans les sciences humaines, il y a beaucoup de non-contrôle. Par exemple, juste une répétition historique, c'est non contrôlé. Le laboratoire, c'est l'humanité, c'est la Terre, mais ça demeure un fait scientifique quand on réussit à reconnaître le pattern. La capacité de reconnaître les patterns ou les formules mathématiques, à la limite, ou pas mathématiques, les formules peuvent être dans un langage autre que les chiffres. Je ne sais pas si le mot mathématique permet de parler de formules sans chiffres, mais bon. Je pense à Lévi-Strauss, par exemple, qui avait fait une formule de son anthropologie structurale, des formules en généalogie en général, en parenté. Bref, tu peux avoir des formules qui sont comme des équations, mais qui n'utilisent pas nécessairement des symboles qui peuvent être remplacés par des nombres, mais qui vont être plutôt comme des directions, des concepts, des forces, des énergies, des choses qui, d'une certaine façon, se mesurent, mais parfois se mesurent de façon purement qualitative dans le phénomène humain. C'est ce qu'on appelle les sciences molles. Mais bref, c'est complexe de réussir à transmettre cette idée-là. Euh, j'ai envie de reprendre encore une fois l'idée d'anecdote pour parler de par exemple, les gens qui sont anti-vaccins vont dire des choses comme, tu sais, je sais pas, moi, je connais quelqu'un qui a pas de vaccin qui est en santé, ou je connais quelqu'un qui a été vacciné, ou tu sais, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis là, ça devient des fois du mensonge, mais peu importe, qui a été vacciné puis qui en est mort, tu sais. Mais quand je dis que ça peut pas être purement anecdotique, c'est qu'à un moment donné, dans le processus, il faut être capable de voir l'ensemble. Tu sais, par exemple, oui, c'est vrai qu'une personne peut mourir d'un vaccin, mais dis-toi que si la personne meurt, mettons, du vaccin du COVID, le COVID l'aurait tué. Tu sais, je veux dire, cette personne-là était tellement simple, tellement faible, tellement prédisposée, tu sais, avait tellement une faiblesse génétique quelconque, une prédisposition quelconque, qui faisait en sorte que même une version extrêmement amoindrie et inoffensive pour la vaste majorité des gens est devenue mortelle chez elle. Fait que l'argument qui dit, mettons, le COVID est inoffensif chez la majorité des gens, pourquoi tout à coup il est plus logique quand on parle du vaccin? Puis je pense que c'est dans des choses comme ça qu'on peut réussir à éduquer les masses. C'est-à-dire que il faut comprendre le risque, il faut comprendre la loi du moindre mal, il faut comprendre ce qui est en jeu. Tu sais, je reviens à ce que je viens de dire, parce que peut-être que c'était pas clair, mais si le vaccin tue, puis que c'est une version amoindrie de la maladie, puis mettons qu'il tue 0,1% des gens, ce qui est un énorme chiffre, mais je dis un chiffre au hasard, mais que le vaccin, lui, tue 10% des gens, mettons, pas le vaccin, la maladie. Donc le vaccin tue 0,1% des gens, la maladie, elle, en tue 10%. Quand il est vraiment répandu dans la société. Parce qu'évidemment, un de leurs arguments, c'est qu'il tue vraiment pas beaucoup de gens, mais quand le système de santé n'est pas débordé. Mais avec un système de santé débordé, comme on le voit en Inde en ce moment, ça devient catastrophique, puis ça se multiplie. Donc, si il tue 10% des gens, cette maladie tue 10% des gens en temps normaux, mais que le vaccin tue 0,1% des gens, ben, le vaccin tue 100 fois moins de gens. Donc, au niveau du risque, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher le vaccin, right? Mais cette compréhension statistique-là est quand même complexe. Tu sais, je parlais de gens analphabètes, on veut résumer des concepts abstraits, complexes à eux.
Puis on est déjà rendu dans des chiffres, puis des mathématiques, puis de l'épistémologie, puis on les perd. L'épistémologie, en passant, on pourrait la définir comme la branche de la philosophie qui s'intéresse à comprendre comment les sciences savent ce qu'elles savent. Donc, autrement dit, comment tu sais ce que tu sais. Puis, tu sais, c'est correct de critiquer parce que c'est le processus scientifique. Puis, je pense qu'une des grandes erreurs quand on parle d'éducation des masses, c'est que, tu sais, mettons, tu prends le premier pourcent de l'élite scientifique de la Terre, puis le 10% qui suit, qui sont souvent plus, euh, comment dire, mettons des profs ou des gens qui ne sont pas nécessairement dans la recherche elle-même, mais qui ont une compréhension puis qui essaient de l'enseigner, justement. On va voir souvent dans ce 10%-là un manque d'esprit critique par rapport au 1% qui, lui, pourtant, est extrêmement critique. L'élite scientifique est purement critique, toujours en train de se débattre, tout le temps en train de critiquer. Mais tu vas avoir derrière eux des espèces de suiveux qui vont avoir une attitude un peu dogmatique, qui étrangement vont reproduire un peu le problème des sciences, des religions, excusez-moi. Ils vont étrangement reproduire le problème des religions au niveau de la propagation du dogme. Ils vont répéter une certitude de façon dogmatique, comme, mettons, une secte ou une religion, sans eux-mêmes comprendre l'information qu'ils diffusent. Ils vont juste répéter ce que quelqu'un a dit, ce que quelqu'un a cherché, sans contextualiser, sans le critiquer, sans avoir d'épistémologie par rapport à lui, par rapport à ce fait-là, à cette étude-là, etc. Je sais pas moi, tu as eu un souvenir de ta réincarnation. C'est quelque chose. Tu t'es souvenu d'une ancienne vie. C'est pas purement anecdotique, c'est une expérience. Mais si tu crois à la réincarnation parce que quelqu'un t'a raconté que lui a eu un souvenir, c'est différent. C'est une croyance. C'est pas ce qu'on pourrait appeler la foi dans le sens où c'est une expérience intime. Pas la foi en tant que croyance dogmatique, justement, une autre confusion des termes religieux, mais la foi en tant qu'expérience. J'ai la foi parce que je l'ai vécu, je l'ai. Et non pas j'y crois parce que quelqu'un d'autre l'a vécu puis m'en parle. Et donc, dans ces espèces de débats de sourds-là, mettons qu'on prend le 10% de suiveux religieux puis le 10% de suiveux scientifiques, eux autres, ils font un grand clash. On le voit beaucoup aux États-Unis, tu vas voir comme, mettons, les pro-vaccins et les anti-vaccins. Puis moi, je trouve qu'une des problématiques de base, c'est que les pro-vaccins vont utiliser des arguments aussi fallacieux pour défendre des vérités pourtant beaucoup plus solides scientifiquement. Mais ils vont utiliser le même genre de sophisme, le même genre de mensonge. Et puis je pense que c'est là que le bas blesse. Il faut vraiment réussir à faire en sorte que dans l'éducation des masses, on ne répète pas l'erreur logique. Donc, mettons que quelqu'un critique la connaissance, la position anti-vaccin en disant ce que tu viens de me dire est purement anecdotique. Il faut faire attention parce que c'est peut-être pas purement anecdotique. T'sais, il faut pas, par exemple, il va y avoir beaucoup de gens pro-vaccin qui vont nier qu'il y a des morts du vaccin. Mais c'est faux, il y en a. Puis c'est correct, ça fait partie du risque à prendre. De la même façon que ça fait partie du risque à prendre de dire on va faire rouler l'économie puis laisser le virus se répandre un peu puis on va pelleter quand la neige va avoir tombé, tu sais, parce qu'on est quand même pas pour prévenir plutôt que guérir, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande l'ont super bien fait pourtant. Et donc, on a cette philosophie-là, par exemple, au Québec, où on va vraiment dire non, on veut un certain mouvement économique, donc on ne va pas tout fermer, donc on va jouer dans le moindre mal. On va jouer dans la bande du risque, puis on va tranquillement prendre des risques, puis on va essayer de se passer au travers de cette pandémie-là, tout en gardant notre économie vivante, etc. Autrement dit, il y a des calculs statistiques qui rentrent en ligne de compte, encore une fois, qui font en sorte que si quelqu'un te dit ben, telle personne est morte, lui répondre bullshit, c'est juste anecdotique, t'es bien mieux de dire ben, c'est possible que quelqu'un meure. Mais il faut comprendre que c'est un risque. Il faut comprendre que si t'acceptes pas qu'il y a des gens qui vont mourir dans cette situation-ci, d'une façon ou d'une autre, tu seras pas capable de faire les bons choix. Donc, l'idée, c'est pas le vaccin est absolument sans conséquences. L'idée, c'est que le vaccin a beaucoup moins de conséquences que la maladie elle-même. Et plus la maladie se répand par les gens non vaccinés, plus il y a des variants, puis on pourrait se ramasser, parce qu'on n'oublie pas, le coronavirus, c'est une espèce de sphère parfaite qui s'adapte, qui n'arrête pas de muter. On ne sait pas jusqu'où elle pourrait aller. Elle pourrait finir par devenir un virus extrêmement mortel et extrêmement contagieux et
décimer l'humanité, tuer l'humanité. Ça pourrait être la fin. Théoriquement, c'est possible. Donc, le fait qu'il y a des gens qui meurent du vaccin ne devrait pas être nié du revers de la main comme un dogme scientifique que non, le vaccin c'est la meilleure invention et donc c'est parfait, mais plutôt être considéré statistiquement comme un moindre risque. De la même façon qu'on est capable de considérer statistiquement qu'on va laisser, par exemple, les enfants faire certaines activités, même si ça peut faire de la propagation de virus, parce qu'on est conscient que sur le long terme, ça pourrait être mauvais pour leur psyché. De la même façon qu'on va permettre certaines exceptions parce qu'on sait qu'une personne sinon va se suicider, etc. On jauge avec des risques. Et donc, dans ces débats de sourds-là, il y a souvent une espèce d'obstination qui est complètement inutile, qui sert à rien, qui est nuisible pour tous, où on doit être capable de se dire entre nous, oui, on le sait que des gens vont mourir, mais on essaie de trouver la solution la moins pire. Un peu comme, je sais pas, moi, le débarquement de Normandie de Churchill était complètement freak. 9 personnes sur 10 sont mortes. À peu près à tous les égards, tu analyses ce débarquement-là, puis tu te dis c'est bien stupide. Mais, si tu le mets dans le contexte des 6 ans de cette guerre-là, si tu le mets dans le contexte de tous les morts qu'il y a eu avant puis après, si tu le mets dans le contexte de que Hitler, tu sais, comme la Première Guerre mondiale, c'est pas vraiment une guerre mondiale. Là. La Deuxième Guerre mondiale, le but c'était de coloniser toute la planète, là, de prendre la Terre entière. Si tu mets dans le contexte le risque énorme d'une dictature planétaire qui aurait pu durer 5 millénaires, ben oui, c'est un sacrifice à faire. Mais si tu regardes juste anecdotiquement ce débarquement-là, ça semble stupide. Ça prenait une personne très intelligente de réussir à le faire. Mais pourtant, les gens qui sont embarqués avec lui le comprenaient relativement bien parce qu'à l'époque, un Winston Churchill s'installait devant un micro puis il pouvait parler des heures. On prenait le temps d'éduquer les masses. Maintenant, on est beaucoup sur le clic, sur le rapide. On veut quelque chose de punchy, de marketing. On veut une présentation qui va plaire. Mais c'est pas comme ça que tu éduques. Fait que je pense qu'il y a aussi le rapport au temps qui va permettre d'éduquer les masses, de prendre le temps de leur parler. Si tu es devant quelqu'un d'analphabète, fais pas juste lui dire va lire ta livre, il ne pourra pas le lire. Mais prends le temps d'y expliquer de façon simple les concepts. Bref, on est devant des grands défis, puis c'est possible que l'humanité s'éteigne dans notre génération la suivante ou l'autre d'après, ou on ne sait pas. Mais c'est aussi possible qu'elle survive. Peu importe à quel point on peut voir de façon catastrophique la gestion environnementale actuellement, on ne connaît pas les technologies de demain, on ne sait pas ce que la science nous réserve, puis on ne sait pas ce qu'on va découvrir, puis qui va nous permettre de survivre. On est une espèce extrêmement adaptative, très intelligente quand tu considères, somme toute, les capacités de même les personnes les moins intelligentes. Donc, il y a encore de l'espoir, mais il faut être patient, il faut prendre le temps de se parler, il faut prendre le temps d'arrêter de juste diaboliser la position de l'autre et d'avoir le dialogue qui permet de voir où nous-mêmes on a tort, puis où eux ont tort. Reconnaître soi-même l'imperfection de son argumentaire peut faire comme je comprends ce que tu veux dire, oui, c'est vrai que je l'ai peut-être mal formulé ici, mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est ça par rapport à ta position. Et donc, ouais, ok, je peux peut-être mettre un peu d'eau dans mon vin puis considérer que je l'ai peut-être mal formulé au début de notre position puis de notre échange. Mais de la même façon, peut-être que toi aussi, tu peux considérer changer ta position. Évidemment, il y en a beaucoup qui vont juste claquer la porte, s'enfuir, la colère. Mais sous-estimez pas comment ça peut rester avec eux sur le long terme, puis comment éventuellement ils peuvent changer. Donc l'idée, c'est pas juste de gagner un débat actuellement. L'idée, c'est de faire évoluer l'humanité au travers de l'éducation des masses, donc d'avoir une position, un point de vue, qui n'est pas juste un échange entre intellectuels, mais qui est un point de vue où il y a une forme de don de soi dans le service de l'éducation, dans le service d'aider les gens à éveiller leur esprit, à penser un peu mieux, penser un peu plus de façon, comment dirais-je, non dogmatique, non binaire, puis réussir à avoir un peu plus des calculs de risque, des statistiques, des comparaisons de mots. Parce qu'en analyse finale, on meurt tous. Donc l'idée, c'est pas d'éviter la mort, mais l'idée, c'est peut-être plus de promouvoir la vie, tu sais. Bref, de l'éducation des masses.